Elle pensait tout contrôler, jusqu'au jour où un simple départ à 17h30 fit vaciller toutes ses certitudes. Victoire Delacroix n'était pas du genre à laisser un détail lui échapper. À 34 ans, elle dirigeait les laboratoires Delacroix, un géant pharmaceutique qu'elle avait bâti à force d'ambition, de nuits blanches et de décisions impitoyables. Pour elle, la réussite n'était pas une option, c'était une obligation. Elle connaissait chaque chiffre, chaque projet stratégique, chaque nom-clé de son entreprise. Ce soir-là, comme souvent, elle traversait l'étage de la recherche après une réunion interminable avec les investisseurs. Les lumières blanches du laboratoire baignaient les paillasses d'une clarté clinique. Derrière les vitres, ses équipes s'activaient encore. Il était presque 19 heures. Un bon signe. Le dévouement était la norme ici. Son regard s'arrêta sur un homme qu'elle n'avait encore jamais observé d'aussi près. Penché sur un microscope, il écrivait des notes avec une concentration rare. Son front légèrement plissé témoignait d'un esprit en pleine analyse. Il ne regardait ni l'horloge, ni son téléphone. Il semblait absorbé par quelque chose de plus grand que lui. « Qui est-ce » demanda-t-elle calmement à Michel, son assistant. « Le doc Julien Sauvage. Arrivé il y a 6 mois. Docteur en biochimie, Paris-Saclay. Son protocole sur l'administration d'insuline pourrait réduire les effets secondaires de 40%. Les équipes Pelja d'une avancée majeure. Victoire hocha la tête. Elle aimait les esprits brillants. Elle respectait ceux qui donnaient tout. Julien Sauvage semblait être de cette trempe. Pourtant, quelques jours plus tard, un détail attira son attention. À 17h29 exactement, elle le vit ranger méthodiquement son espace de travail. À 17h30, il quittait le laboratoire d'un pas rapide, presque pressé. Pas un mot inutile, pas d'arrêt à la machine à café. Il disparaissait. Puis vers 18h45 ou 19h, il revenait, toujours. Et il travaillait jusqu'à 21h, parfois 22h. Au début, Victoire pensa à un rendez-vous médical, puis à une formation. Mais le schéma se répétait chaque jour avec une précision presque militaire. Cela ne correspondait pas à la culture qu'elle avait instaurée. Chez Delacroix, on valorisait l'endurance, la continuité, l'obsession presque. Les employés les plus prometteurs ne coupaient pas leur élan en pleine fin d'après-midi. Elle consulta discrètement ses rapports de performance. Aucun retard, aucune erreur. Au contraire, ses résultats dépassaient les attentes. Son équipe le respectait. Ses publications internes étaient d'une qualité remarquable. Alors pourquoi cette interruption quotidienne? Plus elle y pensait, plus cela la troublait. Elle n'aimait pas ne pas comprendre. Dans son monde, chaque décision devait être rationnelle, optimisée, logique. Un soir, elle resta dans son bureau et observa l'horloge murale avancer vers 17h30. À travers la baie vitrée, elle aperçut Julien fermer son ordinateur portable. Son expression changea légèrement, moins concentrée, plus urgente. Il consulta sa montre, puis il partit, presque en courant. Ce n'était pas la fuite d'un homme désengagé. C'était la course de quelqu'un qui ne voulait pas être en retard. Cette nuance frappa Victoire. Elle sentit une pointe d'irritation mêlée de curiosité. Était-il en train de gérer un second emploi? Un projet concurrent? Avait-elle surestimé son dévouement? Le vendredi suivant, l'idée ne la quittait plus. Elle tenta de se concentrer sur un contrat stratégique, mais son esprit revenait sans cesse à cette scène répétée. À 17h28, elle descendit discrètement au parking souterrain. Elle se surprit elle-même. Elle, la PDG méthodique, prête à suivre un employé comme une enquêtrice improvisée. Julien sortit de la cage d'escalier à 17h32 précise et se dirigea vers une vieille Renault. Rien d'ostentatoire, rien de luxueux. Elle démarra sa Mercedes quelques secondes plus tard, gardant une distance raisonnable. Ils quittèrent le quartier moderne des bureaux pour s'enfoncer dans une zone résidentielle plus modeste. Des maisons alignées, des jardins simples, des vélos appuyés contre des clôtures blanches. Julien se gara devant un pavillon bleu pâle. Et tout bascula. La porte s'ouvrit brusquement. Une petite fille d'environ 6 ans se précipita vers la voiture avant même qu'il n'en sorte. Sa salopette arc-en-ciel contrastait avec la sobriété du quartier. Ses cheveux châtain clair volaient derrière elle. « Papa !» Julien la souleva immédiatement dans ses bras, la faisant tourner jusqu'à ce qu'elle éclate de rire. Son visage, quelques minutes plus tôt fermé par la concentration scientifique, rayonnait maintenant d'une joie pure.
Victoire sentit sa poitrine se serrer. Une femme âgée apparut sur le seuil, la babysitter, visiblement. Julien la remercia avec respect et sortit son portefeuille. Il compta soigneusement les billets avant de les lui tendre. Chaque geste trahissait l'attention à ne rien gaspiller. Puis la porte se referma. Victoire resta immobile dans sa voiture. À travers la grande fenêtre du salon, elle aperçut la scène suivante. Julien assis par terre, aidant la petite à faire ses devoirs. Il hochait la tête avec sérieux, comme si chaque phrase de l'enfant avait l'importance d'un rapport scientifique. Ensuite, il passa dans la cuisine. Des gestes simples, des spaghettis, rien d'extravagant, mais il écoutait, vraiment. Après le repas, ils jouèrent à un jeu de société. La fillette gagna et sauta de joie. Julien rit, sincèrement. Puis il sortit un nébuliseur. Avec douceur, il administra le traitement contre l'asthme, transformant ce moment médical en instant rassurant. Enfin, il l'aborda, l'embrassa sur le front et éteignit la lumière. À 18h52, il ressortit de la maison, verrouilla la porte avec précaution et reprit la route vers le laboratoire. Il ne fuyait pas son travail. Il protégeait quelque chose de plus précieux. En le suivant à nouveau jusqu'au laboratoire de la Croix, Victoire ne pensait plus à la discipline ni aux horaires. Une question différente s'imposait désormais à elle. Et si elle s'était trompée sur ce que signifiait vraiment le mot « dévouement » ? Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Et si elle s'était trompée sur ce que signifiait vraiment le mot « dévouement » ? La question poursuivit Victoire tout le week-end. De retour au laboratoire ce vendredi soir-là, elle observa Julien reprendre sa place comme si de rien n'était. Même posture concentrée, même précision dans ses gestes. À 21h47, il envoya un rapport détaillé à son équipe, incluant des hypothèses supplémentaires et des suggestions d'amélioration. Aucun signe de fatigue dans son travail, aucune approximation. S'il jouait un double jeu, il était d'une rigueur impressionnante. Mais au fond d'elle, Victoire savait désormais que ce n'était pas cela. Le lendemain matin, installée dans son appartement vitré dominant Lyon, elle ouvrit le dossier numérique du docteur Julien Sauvage. Elle relut son parcours avec un œil nouveau. Doctorat en biochimie, mention très honorable, publication dans des revues internationales, ancien poste dans un institut de recherche prestigieux à Strasbourg, spécialiste reconnu en biologie moléculaire appliquée au traitement métabolique. Puis un détail la frappa, la date de son départ de Strasbourg, 2 ans plus tôt. Elle creusa davantage. Officiellement, il s'agissait d'un départ pour raisons personnelles. Rien d'anormal. Pourtant, accepter ensuite un poste moins rémunéré dans une entreprise privée alors qu'il était promis à une carrière académique brillante, cela ne collait pas. Victoire passa quelques appels discrets à des contacts du milieu scientifique, des conversations prudentes, professionnelles, et peu à peu, l'histoire prit forme. La femme de Julien était décédée lors de complications à l'accouchement de leur fille Camille. Une hémorragie imprévisible, une urgence qui avait mal tourné. Julien s'était retrouvé père et veuf le même jour. Le silence pesa dans le salon luxueux de Victoire lorsqu'elle raccrocha. Les mois qui avaient suivi avaient été chaotiques. Congés prolongés, dépression discrète, factures hospitalières élevées malgré l'assurance partielle. Puis le diagnostic d'asthme sévère pour la petite Camille, nécessitant un suivi régulier et des traitements coûteux. L'Institut de Strasbourg, prestigieux mais rigide, exigeait une présence constante, des conférences à l'étranger, des horaires imprévisibles, impossibles avec un nourrisson fragile. Julien avait alors fait un choix stratégique, sacrifier le prestige pour la stabilité. Les laboratoires de la Croix offraient une assurance santé solide et surtout une relative flexibilité d'horaire. Le salaire était inférieur à celui qu'il aurait pu négocier ailleurs, mais il garantissait une couverture médicale essentielle pour Camille. Chaque décision qu'il avait prise n'était pas dictée par l'ambition personnelle. Elle était dictée par la survie. Victoire relut les chiffres. Après paiement du loyer, des frais médicaux restants, de la babysitter à Madame Martin et des dépenses courantes, il lui restait très peu. Voilà pourquoi il comptait chaque billet avec précision. Voilà pourquoi il ne pouvait pas payer des heures supplémentaires de garde après 18h30. Voilà pourquoi il quittait le laboratoire à 17h30 précise, pas 17h25, pas 17h40. Ce n'était pas un caprice, c'était une équation. 17h30,
départ. 17h45, arrivée à la maison. 18h, 18h45, devoir, dîner, traitement. 18h45, 19h00, coucher. 19h15, retour au laboratoire. 21h30, 22h00, fin de journée. Un système millimétré. Une organisation presque militaire. Il compensait chaque minute et ses performances confirmaient l'efficacité du modèle. Son projet sur l'administration d'insuline avançait plus vite que prévu. Ses protocoles étaient propres, innovants, méthodiques. Il n'était pas en train de survivre professionnellement, il excellait. Victoire se leva et fit quelques pas dans son salon. Elle pensa à ses propres choix. À 28 ans, elle avait annulé des vacances pour conclure une acquisition. À 30 ans, elle avait mis fin à une relation parce que ce n'était pas le bon moment. À 32 ans, elle avait manqué le mariage de sa sœur pour finaliser une levée de fonds. Elle s'était toujours félicitée de ses sacrifices. Ils étaient la preuve de son sérieux. Mais en observant Julien, une vérité dérangeante s'imposait. Il n'avait pas choisi entre réussite et famille. Il avait trouvé un moyen d'honorer les deux. Et il le faisait sans plainte, sans revendication, sans demander d'aide. Elle consulta ensuite les indicateurs RH. Les statistiques internes montraient une légère hausse du turnover chez les jeunes parents. Plusieurs talents prometteurs avaient quitté l'entreprise pour des structures plus flexibles. Elle n'y avait jamais accordé une grande importance. Les chiffres globaux restaient excellents. Mais soudain, ces départs prenaient un autre sens. Combien de Julien avait-elle laissé partir ? Combien d'employés performants avaient dû choisir entre leur enfant malade et leur carrière ? Son modèle reposait sur une hypothèse implicite. Le travail devait passer en premier. Toujours. Julien venait de démontrer que cette hypothèse était fausse. Le lundi matin, lorsqu'elle entra dans la salle de réunion vitrée du comité exécutif, son regard était plus déterminé que d'habitude. « Nous devons parler de notre politique de flexibilité », déclara-t-elle d'emblée. Le directeur financier, M. Leroy, leva un sourcil. « Nos résultats sont excellents, Victoire. » Justement, et ils pourraient l'être davantage. Elle projeta les données de performance du département de Julien. Productivité élevée, innovation constante, respect des délais. Voici un exemple concret d'efficacité malgré un emploi du temps atypique. Elle ne révéla pas encore les détails personnels. Ce n'était pas nécessaire. Nous allons structurer officiellement des options de télétravail pour les postes compatibles, ajuster les horaires de base et étudier la mise en place d'un soutien renforcé pour les employés ayant des personnes à charge. Cela représente un coût important, répondit M. Leroy. Le coût d'un talent perdu est plus élevé, répliqua-t-elle calmement. Elle n'agissait plus par impulsion. Elle agissait par conviction. Plus tard dans la journée, elle fit convoquer Julien. En attendant son arrivée, elle repensa à la scène du pavillon bleu, à la petite voix criant « Papa !» au nébuliseur transformé en moment tendre. Elle comprenait maintenant la logique complète de son emploi du temps. Elle comprenait la pression silencieuse qu'il portait. Elle comprenait surtout que son rôle de dirigeante dépassait les bilans financiers. Quand Julien frappa à la porte, légèrement tendue, Victoire savait que la conversation qui allait suivre ne concernerait pas seulement un employé. Elle concernerait la redéfinition même de ce qu'était, pour elle, la réussite. Elle concernerait la redéfinition même de ce qu'était, pour elle, la réussite. Julien entra dans le bureau avec cette posture droite qu'ont les personnes habituées à se défendre seules. Son regard trahissait une légère inquiétude. Être convoqué par la PDG sans explication n'annonçait généralement rien de banal. « Docteur Sauvage, asseyez-vous, je vous prie. » Il s'exécuta. Victoire prit une respiration maîtrisée. Elle n'était pas habituée aux conversations personnelles. « Je vais être direct, votre travail est remarquable, vos résultats parlent d'eux-mêmes, mais ce n'est pas uniquement pour cela que je vous ai fait venir. » Julien resta silencieux. « Je connais votre situation. » Un imperceptible changement traversa son visage. Pas de colère. Pas encore. Plutôt une tension contenue. « Je ne cherche pas à être intrusive, » continua-t-elle. « Je cherche à comprendre comment nous pouvons construire une entreprise qui n'oblige pas ses meilleurs talents à choisir entre leur famille et leur carrière. » Julien hésita. « Je rattrape toujours mes heures, » dit-il calmement. « Je respecte chaque échéance. Je le sais. Justement. Vous ne devriez pas avoir à vous épuiser pour mériter ce poste. » Le silence qui suivit était lourd,
mais pas hostile. Victoire poursuivit. À partir du mois prochain, vous travaillerez 3 jours par semaine à distance. Nous allons adapter votre équipe en conséquence pour les phases nécessitant une présence en laboratoire. Votre salaire sera réévalué à hauteur de vos qualifications réelles. Et la couverture santé inclura intégralement les soins de votre fille. Julien la fixa longuement comme s'il cherchait la condition cachée. « Pourquoi ?» demanda-t-il enfin. Victoire ne détourna pas le regard. « Parce que j'ai compris que la performance durable ne naît pas de la pression constante. Elle naît de la stabilité. Et parce qu'aucun parent ne devrait avoir à choisir entre un traitement médical et une carrière. » Ce jour-là, quelque chose changea dans l'entreprise. Les ajustements furent progressifs mais structurés. Un audit interne identifia les postes compatibles avec le télétravail. Des plages horaires flexibles furent instaurées. Un partenariat fut signé avec une structure de garde d'enfants locale. Les managers furent formés à évaluer les résultats plutôt que le temps passé au bureau. Au début, certains cadres restèrent sceptiques. Pourtant, les chiffres parlèrent d'eux-mêmes. 6 mois plus tard, baisse significative du turnover, hausse de l'engagement mesuré par les enquêtes internes, productivité en augmentation, innovation accélérée dans plusieurs départements. Les employés se sentaient considérés comme des êtres humains, pas seulement comme des ressources. Mais la transformation la plus profonde se produisit en Victoire elle-même. Elle commença par de petits gestes. Quitter le bureau avant 19h, éteindre son téléphone professionnel le dimanche, accepter l'invitation à dîner de Julien et Camille. Ce premier dîner fut simple. Lasagne maison, dessin d'école étalé sur la table. Camille parlait sans filtre, avec l'enthousiasme des enfants qui ne doutent pas encore d'eux-mêmes. « Mademoiselle Victoire, vous saviez que les étoiles meurent, mais qu'elles brillent encore longtemps ?» Victoire sourit. « Oui, et parfois elles éclairent plus qu'on ne l'imagine. » Julien observait la scène avec une gratitude silencieuse. Il ne cherchait pas à impressionner, il cherchait simplement à offrir à sa fille un environnement stable. Au fil des semaines, les dîners devinrent réguliers. Puis les mardis glaces après l'école, puis la présence de Victoire aux réunions parents-professeurs. Elle découvrit une sensation nouvelle, ne pas courir après un objectif, mais savourer un moment. 1 an plus tard, lors de l'Assemblée générale annuelle, elle monta sur scène avec une sérénité différente. Pendant des années, j'ai cru que diriger signifiait exiger toujours plus d'heures, plus d'efforts, plus de sacrifices. J'avais tort. Elle projeta les indicateurs de croissance. Notre entreprise est plus performante aujourd'hui, non pas parce que nous travaillons davantage, mais parce que nous travaillons mieux. Parce que nous avons compris qu'un employé est aussi un parent, un enfant, un proche. Lorsque nous soutenons cette réalité, nous renforçons l'excellence. L'auditoire applaudit, mais ce n'était pas l'approbation qui comptait. C'était la conviction derrière ces mots. Quelques semaines plus tard, assise à une table de pique-nique devant un glacier, Victoire annonça « Je quitte la direction opérationnelle quotidienne. Je reste présidente exécutive, mais je veux rééquilibrer ma vie. » Julien sourit sincèrement. « Vous avez bâti quelque chose de solide. Vous pouvez vous permettre de vivre aussi. » Elle acheta la Maison Bleue 2 portes plus loin. Camille organisa elle-même le plan de la fête déménagement avec décoration arc-en-ciel obligatoire. Un soir d'été, alors qu'ils rentraient tous les 3 sous une lumière dorée, Victoire réalisa que le véritable tournant de sa vie n'avait pas été une fusion stratégique, ni une levée de fonds historique. C'était un moment de curiosité. Un départ à 17h30. Un père courant vers sa fille. Elle avait construit un empire, mais elle avait appris à construire une famille choisie. Le succès n'est pas seulement une question de chiffres, de titres ou de comptes bancaires. Le succès, c'est pouvoir être présent là où l'on compte vraiment. C'est créer un environnement où personne n'a à sacrifier l'amour pour la réussite. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour la liker, la partager et laisser un commentaire. Votre soutien permet de diffuser ce type de message et d'inspirer d'autres personnes. Parce qu'au fond, la plus grande réussite n'est pas professionnelle, c'est humaine.